Moshoeshoe Ier, un nom qui résonne de sagesse et de construction nationale, est né vers 1786 dans le paisible village de Mancoanang, niché dans la région nord de ce que nous appelons aujourd'hui le Lesotho. Il était le premier-né de Mokashan, un chef respecté, mais mineur des Bamokoteli, un sous-clan intrinsèquement lié au plus grand clan Koena, Crocodile.c. Sa mère, Kolu, qui était la première et principale épouse de Mokashan, a apporté un sentiment de force tranquille et de noblesse à la famille Tongesa. À sa naissance, il reçut le nom de Lepoko, un mot en langue Sesotho qui se traduit par Akege conflit Yo. Ce nom inhabituel n'était pas une prophétie de son caractère, mais plutôt le reflet des circonstances troublées entourant son arrivée, car les accusations de sorcellerie étaient alors monnaie courante au sein de sa communauté. Enfant, Lepoko a montré une vive intelligence et une curiosité qui le distinguait de ses pairs. Il a passé ses années de formation à garder le bétail de son père, une responsabilité courante qui lui a enseigné de précieuses leçons sur le leadership, la stratégie et la terre Ponti. Après avoir terminé sa cérémonie d'initiation, un rite de passage crucial vers l'âge adulte, il a abandonné le nom de Lepoko. Il fut alors connu sous le nom de Letlama, un nom signifiant un Yagoélien for you, qui faisait allusion à son futur rôle de rassembleur de peuples Dans sa jeunesse, Letlama ne se contentait pas d'une vie pastorale tranquille. Il cherchait à se bâtir une réputation. Il est rapidement devenu connu pour son audace et son habileté à mener des raids de bétail, une mesure traditionnelle de la bravoure et des prouesses stratégiques d'un jeune homme. L'un de ses exploits précoces les plus célèbres fut un raid audacieux et très réussi contre un chef voisin nommé Ramonaeng. Si fier de cet exploit, il composa un poème de louange, un Yogelito Koyo, pour commémorer l'événement. Dans ce poème, il se compara fameusement à un rasoir aiguisé qui avait proprement rasé la barbe de Ramonaeng. Cette imagerie puissante a donné naissance à son nom le plus durable, Moshoeshoe Ier. Le nom est une représentation onomatopéique en Sesotho du son ake swish shue que fait un rasoir en rasant. Ainsi, il devint connu sous le nom de Moshoeshoe, Ogé le rasoir Yeux, un nom qui témoignait de sa capacité à dépouiller ses ennemis de leur pouvoir et de leur prestige. En 1820, à l'âge mûr de 34 ans, Moshoeshoe Ier reprit officiellement la chefferie de son père vieillissant. Il n'a pas simplement hérité du peuple de son père, il a établi son propre clan, se séparant des Bamokoteli. Sa première grande implantation en tant que leader fut établie au pied de la montagne Butabut, un endroit choisi pour ses qualités défensives naturelles. Cette période de son ascension coïncida tragiquement avec le Mfekan, une époque de chaos et de violence sans précédent en Afrique australe. Le Mfekan, également connu sous le nom de Difakan ou Arabiaguerre de la calamité, Yeux, fut en grande partie provoqué par l'expansion agressive du royaume Zoulou sous le formidable roi Shaka Pempense. Vague après vague de personnes déplacées et d'armées de maraudeurs déferlèrent sur le Highveld, détruisant tout sur leur passage. Même la forteresse de Butabut s'est avérée vulnérable aux attaques et aux sièges répétés. Reconnaissant la précarité de leur situation, Moshoeshoe Ier prit une décision capitale et stratégique. Il décida de déplacer toute sa nation vers un nouvel emplacement, plus facile à défendre. La destination choisie était une montagne au sommet plat, une forteresse naturelle presque impénétrable connue sous le nom de plateau de Kiloan. Moshoeshoe Ier, avec son flair caractéristique pour le symbolisme, renomma cette nouvelle demeure Tababosiu, signifiant Aga montagne de nuit Iwa. Le nom est dérivé de la croyance que la montagne devenait plus haute et plus formidable la nuit, protégeant, comme par magie, ses habitants. Tababosiu devint le cœur et l'âme du royaume Basotho naissant, un sanctuaire dans un monde de chaos. Depuis cette base sécurisée, Moshoeshoe Ier a mis en œuvre sa politique la plus brillante, la construction d'une nation par la diplomatie et l'assimilation. Il ne se contentait pas de conquérir ou de repousser d'autres clans, il les absorbait. Les réfugiés et les restes de groupes brisés qui cherchaient la protection de sa forteresse de montagne étaient les bienvenus. Il leur offrait de la nourriture, des terres et, surtout, la sécurité face aux horreurs du Mfekan Pump. En échange de leur loyauté, ces divers groupes furent intégrés dans une nouvelle identité collective. Par cet acte magistral d'alchimie politique, il forgea la nation Basotho, un peuple uni non seulement par le sang, mais par une allégeance partagée à leur sage roi. Le règne de Moshoeshoe Ier
fut marqué par son extraordinaire perspicacité diplomatique, une compétence aussi vitale que n'importe quelle victoire militaire. En 1833, il accueillit astucieusement des missionnaires français de la Société des missions évangéliques de Paris. Il envoya de manière célèbre un cadeau de bétail à un chef voisin avec un message, lui demandant de dire à lui envoyer des hommes qui savent lire, écrire et. Moshoeshoe Ier voyait les missionnaires non seulement comme des guides spirituels, mais aussi comme un lien crucial avec le monde extérieur et une source de connaissances précieuses. Il utilisa leur alphabétisation et leurs relations pour établir des canaux diplomatiques avec les puissants politiciens britanniques de la colonie du Cap. Cette prévoyance lui permit d'engager le dialogue avec les puissances européennes envahissantes à ses propres conditions. Outre la diplomatie, Moshoeshoe Ier comprenait la nécessité d'une force militaire pour garantir la survie de son peuple. Il entreprit un programme de modernisation de son armée, reconnaissant l'évolution de la nature de la guerre. Grâce au commerce stratégique, il acquit des armes à feu et de la poudre à canon, donnant à ses guerriers un avantage significatif. L'introduction des chevaux dans son armée fut encore plus transformative. Il encouragea son peuple à devenir des cavaliers experts, une compétence qui deviendrait synonyme de la nation Basotho. Cette formidable combinaison de cavalerie et d'armes à feu fit de l'armée Basotho une force avec laquelle il fallait compter en Afrique australe. Cette armée modernisée, guidée par son esprit stratégique, permit à Moshoeshoe Ier de défendre son royaume contre une succession d'adversaires puissants. Il a repoussé avec succès les attaques des vestiges de l'Empire Zoulou, des redoutables Ndebele sous Nizilikazi et de divers autres groupes rivaux. Ses victoires les plus surprenantes, cependant, furent contre les forces disciplinées et bien équipées de l'Empire britannique. En 1851, il affronta une force britannique menée par le major Henry Warden lors de la bataille de Kononiabella, également connue sous le nom de Viervoet. Bien que technologiquement désavantagé, la connaissance supérieure du terrain de Moshoeshoe Ier et ses brillantes tactiques de guérilla menèrent à une victoire décisive pour les Basotho. Après la victoire, au lieu de se vanter, Moshoeshoe Ier envoya un message diplomatique, demandant la paix et démontrant sa sagesse. Un an plus tard, en 1852, les Britanniques revinrent sous un nouveau commandant, George Cathcart, cherchant à venger la défaite. Cela conduisit à la bataille de Berea, où les forces de Cathcart furent de nouveau déjouées par Moshoeshoe Ier. Après avoir infligé des pertes importantes aux Britanniques, Moshoeshoe Ier exécuta l'un de ses coups de maître diplomatique les plus célèbres. Il envoya une lettre à Cathcart, louant la bravoure des soldats britanniques, mais demandant humblement la paix. Il écrivit astucieusement « Huguet, vous avez châtié votre serviteur, qu'il soit maintenant laissé en paix. » Cela permit au fier Cathcart de retirer ses forces sans perdre la face, revendiquant une victoire creuse tandis que Moshoeshoe Ier obtenait une paix bien réelle. Cependant, une menace plus persistante émergea des colons Boers de l'État libre d'Orange. Les Boers, avec leur soif insatiable de terre, commencèrent à empiéter régulièrement sur les frontières occidentales du royaume de Moshoeshoe Ier. Cela conduisit à une série de conflits prolongés et épuisants connus sous le nom de guerre entre l'État libre et les Basotho. Bien que son armée ait combattu bravement, la puissance de feu supérieure des Boers et leur pression incessante commencèrent à faire des ravages. Reconnaissant que l'existence de sa nation était en jeu, Moshoeshoe Ier se tourna une fois de plus vers la diplomatie, cette fois en lançant son appel le plus important aux Britanniques. Il demanda à plusieurs reprises la protection du gouvernement de la reine Victoria, offrant de devenir un sujet de la couronne britannique pour sauver ses terres des Boers. Finalement, en 1868, sa demande fut accordée, et le Basutoland fut déclaré protectorat britannique. Cette décision stratégique, tout en lui coûtant une certaine autonomie, a finalement préservé le cœur de la nation Basotho et de ses terres d'être complètement absorbées par l'État libre d'Oran. Dans sa vie personnelle, Moshoeshoe Ier pratiquait la polygamie, une pratique courante et stratégique pour les rois de son temps. Il avait de nombreuses épouses, ce qui l'a aidé à forger des alliances politiques cruciales avec d'autres clans et à accroître l'influence et la richesse de sa famille. Son épouse principale, Mamo Atho, occupait une position de grand honneur et de respect au sein du royaume. Seuls les enfants issus de son union avec Mamo Atho constituaient la lignée royale officielle. Alors qu'il vieillissait et devenait faible, le fardeau de la royauté pesait lourdement sur lui. Peu avant sa mort, dans un dernier acte de gouvernance ordonné, il abdiqua officiellement en faveur de son fils aîné, Edsi Ier. Moshoeshoe Ier, le grand fondateur et père de la nation Basotho, s'éteignit paisiblement le 11 mars 1870. Il mourut et fut enterré dans sa forteresse de montagne bien-aimée, Taba Bosiu,
le cœur du royaume qu'il avait créé. L'héritage de Moshoeshoe Ier est profond et durable, tissé dans la trame même du Lesotho. Il est célébré pour avoir jeté les bases essentielles d'une identité nationale, Basotho distincte. Il a favorisé l'unité entre des groupes disparates, créant une nation à partir des réfugiés d'une crise continentale. Ses actions ont préservé la langue, les traditions et les coutumes culturelles Sesotho pour les générations futures. Son engagement profond et durable à rechercher la paix et la réconciliation, même après des victoires militaires, demeure une pierre angulaire de l'identité nationale Basotho. À ce jour, le 11 mars, anniversaire de sa mort, est célébré comme le Moshoeshoe Day, une fête nationale au Lesotho. Le principal aéroport international de la nation, l'aéroport international Moshoeshoe Ier, porte fièrement son nom, accueillant les visiteurs dans le royaume qu'il a fondé. Même un type de tissu en coton imprimé de couleurs vives, l'emblématique Yoga Shweshwiye, est nommé d'après lui, car il lui a été offert par les missionnaires français et il a contribué à le populariser dans tout son royaume. L'histoire de Moshoeshoe Ier sert d'exemple intemporel de leadership visionnaire en Afrique pantone. Sa remarquable capacité à unir divers clans, à résister stratégiquement à l'expansion coloniale et à maintenir finalement l'autonomie de son peuple par une diplomatie astucieuse, en fait une figure vénérée à travers l'histoire.